Bienvenue pour le dernier cours au Méliès de l'année, mais ça reprend en septembre. Septembre, octobre, on verra. On est en train de caler le futur calendrier. On poursuivra d'ailleurs sur les raccords, puisqu'on a décidé de faire le montage sur 2 ans différents. Et donc ce soir, vous allez travailler sur la figure du volet avec Claudine Le Pallec-Marant, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir. Donc Claudine est formatrice d'enseignants. Et ouais, ça c'est pour toi. Et par ailleurs, prof dans 3 facs différentes, Amiens, Paris 8, Paris 3, Nation. Ah, d'accord. Et intervenante régulière au Méliès de Montreuil pour les profs et pour nous, puisqu'on l'a déjà réengagée pour l'année prochaine. Donc même si Françoise nous dit qu'elle ne parle pas assez fort, eh ben, elle revient quand même. Elle revient quand même. Parce qu'on sait ce que ça va être. Merci beaucoup Stéphane. Juste vous dire en préambule ce que je n'ai pas dit à Stéphane quand j'ai eu la chance de pouvoir me positionner sur cette date-là, c'est que je suis toujours très intimidée de parler de Sacha Guitry, parce que c'est quand même une stature à la fois de l'écriture, mais aussi, justement, on en parlait, de la diction. Et autant un intervenant, une intervenante, il n'est pas obligé d'avoir des talents de jeu, hein, on ne lui demande pas ça, autant l'idée de la parole claire, Sacha Guitry tenait à cela. Donc on est vraiment dans l'idée de toujours être dans une grammaire parfaite. Il y a même des films où il corrige ses partenaires sur des conjugaisons qui sont mal faites. Donc moi malheureusement quand je parle de Sacha Guitry, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais j'ai l'impression d'avoir sa voix qui est à l'intérieur de moi, sa voix très caractéristique. Mesdames, Messieurs, le film que nous allons avoir l'honneur d'interpréter devant vous est de votre serviteur. Nasillarde, enfumée, mais aussi très claire et une voix de diction parfaite et qui prend son temps. Alors que moi, parfois, je parle comme dans les années 30, plutôt chez War Dogs, c'est-à-dire à la mitraillette. Donc vous dire que voilà, ça peut m'arriver, contrairement à Sacha Guitry, de bafouer, de revenir sur un mot. J'espère que vous ne m'en serez pas, que ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà. Donc on va commencer avec le volet et ce petit cours autour du volet. Alors, merci beaucoup à Céline qui est en cabine, hein, c'est pas de la magie. Le cinéma peut nous faire croire avec le montage que c'est de la magie, mais par contre, il nous faut toujours des techniciennes ou des techniciens pour nous aider, pour passer du carton à ma clé avec les extraits. Alors, comme c'était Sacha Guitry, je me suis permis un petit carton assez pédant, je l'avoue. J'ai aussi envie de traverser ça de manière un peu historique, alors ça c'est peut-être ma formation d'enseignante, pour voir aussi à quel point les années 30 sont un moment particulièrement intense de volet. J'ai aussi joué avec la chronologie. Stéphane s'est permis tout de suite de me disputer sur le mot antéchronologique ou antichronologique, mais je l'assume, je ne sais pas si c'est antédéluvien, mais j'aime aussi certains néologismes, lui s'en permettait aussi. Donc on va, comme le fait le roman d'un tricheur, jouer avec la chronologie, puisqu'il va être question du présent dans cette salle, mais de retourner dans l'histoire du cinéma pour arriver en fait comme un feu d'artifice dans ces fameuses années 30. Il n'a pas été que réalisateur dans les années 1930, mais c'est quand même la plus grande partie de sa production. Du coup, je voulais finir par là. Et voilà, et vous prévenir aussi que Sacha Guitry, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les digressions. Donc où il va y avoir plusieurs fils d'histoire, plusieurs fils narratifs. J'avais déjà une spectatrice qui me donnait un des premiers fils. J'ai dit, chut, il ne faut surtout pas le dévoiler aux autres, parce qu'il y a vraiment le plaisir de l'imaginaire. Mais moi, je vais me permettre aussi des digressions, vous allez voir, bien éloignées de son cinéma, en termes d'histoire, de chronologie, mais aussi en termes de genre cinématographique. Donc il y a des clins d'œil et des choses qui sont très éloignées. Alors, le premier extrait que je vous propose pour qu'on pense en cette question du volet, ça sera le seul extrait qui est antérieur au roman d'un tricheur. Et cet extrait de 1925, il est intéressant parce que c'est plus une question que je pose, parce que je n'ai pas trouvé de véritable réponse historique. Je vais continuer à chercher. Mais il ne me semble pas que le volet puisse naître avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le volet des ouvertures et des fermetures à l'iris, qui, elles, arrivent dès le début,
On va aussi évidemment le distinguer des fondus au noir et des fondus enchaînés d'une image à l'autre. Maintenant, vous connaissez tout ça. Donc je vais vous proposer un extrait de film qui pose problème. Et c'est pas vraiment un volet, mais c'est pour vous dire que avant les années 1930, techniquement, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais le cinéma n'a pas encore pris cette habitude des volets. Alors j'ai choisi un extrait d'un réalisateur qui s'appelle Oscar Micheaux. C'est un réalisateur états-unien. Il m'importe beaucoup parce que je l'ai découvert en 2023, donc très récemment. Il y a eu une rétrospective à la Cinémathèque française de 8 films de Griffith. Et comme il y avait la projection de Naissance d'une nation en 1915, et ben c'était aussi l'occasion pour la Cinémathèque française de donner à connaître aux cinéphiles un réalisateur qui est très peu connu, donc qui s'appelle Oscar Micheaux, et qui n'est pas le premier réalisateur afro-américain, mais qui est le premier réalisateur de long métrage de cinéma afro-américain. Et il a plein de points communs avec Guitry, parce qu'il est né dans les années 1880, il va mourir dans les années 1950, donc c'est exactement son contemporain. C'est aussi quelqu'un qui a connu des succès en termes d'édition. En fait, il a fait des best-sellers, donc les succès des pièces théâtrales de Guitry et de l'édition de ses pièces. J'avais envie de faire un peu ce rapprochement totalement improbable avec ce réalisateur qui est connu fondamentalement dans l'histoire des États-Unis pour être celui qui a répondu au racisme de Naissance d'une nation de 1915, qui est le premier grand film de montage, bien sûr, en long métrage, mais qui est aussi un film qui explique les problèmes économiques des États-Unis en 1915 par la question de la présence des descendants des esclaves. Et donc, c'est un film qui célèbre aussi le Ku Klux Klan. Et redécouvrir Oscar Micheaux, c'est aussi voir un long métrage afro-américain qui va prendre en charge cette question du montage parallèle, qui n'est pas notre sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette tentative de volet, à mon sens, on va voir ce que vous en pensez, qui arrive dans Body and Soul, qui n'est pas son premier film. Le premier film date de 1919 et il est perdu. Celui qui est une réponse à Griffith date de 1920, Within Our Gates. Et celui qu'on va voir qui date de 1925 s'appelle Body and Soul. J'ai pris l'extrait où le titre du film va faire sens. Juste vous dire que à ce moment-là du film, on a une mère et sa fille, et la mère est très heureuse puisque elle voudrait que sa fille épouse un pasteur. Et que du coup, évidemment, ça sera obligatoirement, puisque c'est un pasteur, ça va être une vie de foi, une bonne vie en tout cas, une bonne vie pour sa fille. Et nous, ce qu'on sait, c'est que ce pasteur est en fait un agresseur. Et du coup, la fille, vous allez voir la réaction de cette fille au moment où sa mère est partie annoncer à ses amis que sa fille va se marier avec le pasteur de la paroisse.
Oui, il y a un fondu au noir juste après, mais du coup cet extrait me permet de vous dire que techniquement, en fait, la question des caches et des contre-caches, c'est-à-dire on va cacher une partie de l'image au moment du travail sur l'impression de la pellicule, permettait en fait techniquement de passer d'une image à une autre, mais pas avec cet effet un peu virevoltant du volet qu'on va voir très vite, où on avait l'impression que l'autre image est balayée comme une feuille. Mais pour moi, le passage entre ce train qui part et cette arrivée du train, il y a comme une tentative en fait, en faisant un fondu différent, en tout cas une tentative de fondu enchaîné différent entre les deux images. Il y a quelque chose qui est en train de travailler, qui n'est pas le split screen qui était déjà fait à l'époque et la possibilité des caches. On est dans cette idée d'une image qui va balayer une autre, et là évidemment autour de la question du trajet du train. Voilà, donc cette idée que le cinéma est encore balbutiant autour de la question du volet. Alors, mon deuxième exemple, qui va faire un écart très fort, c'est un extrait qui me permet, me semble-t-il, justement d'évoquer plus techniquement qu'est-ce que c'est le volet. Et que c'est en lien finalement, comme c'est une possibilité qui existait dès les débuts du cinéma, parce que c'est en lien avec la question du cinéma d'animation. Alors j'ai pris un film récent du cinéma d'animation, mais qui va utiliser cette question du volet de manière visuellement brillante, puisque ça va être la question de nous faire rentrer à l'intérieur des maisons en Iran et de réfléchir à cette idée que l'image, en fait, l'image audiovisuelle, l'image télévisuelle, l'image médiatique de l'Iran, c'est une image de l'extérieur. Et rappelez-vous, parce que vous êtes plus ou moins tous contemporains en 2007 de la sortie de Persépolis, et rappelez qu'en France, ça a été vraiment la découverte. Alors, c'est pas la découverte du cinéma iranien, bien sûr, parce qu'en plus, c'est un film qui est produit et fabriqué en France, mais c'est cette idée d'avoir des images qui étaient à l'intérieur, derrière les murs des maisons, alors qu'Abbas Kiarostami nous avait habitués notamment à des films qui étaient à l'extérieur, qui étaient tournés justement pour cette idée d'éviter la question notamment du voile à l'intérieur des films, qui reste une question qui a été justement aussi un gros enjeu contemporain ces dernières années. Et du coup, Marjane Satrapi, puisque c'est elle donc, qui réalise la bande dessinée Persépolis entre 2000 et 2003, au moment où elle va faire l'adaptation de sa bande dessinée, elle va se poser évidemment la question de l'animation. Comment donner vie, comment faire bouger les images. Et je voulais vous montrer une image de la bande dessinée qui, de manière simple, découpe une image en deux, et comment finalement la question du volet le plus simple, c'est cette idée de découper une partie de l'image avec un jeu de cache contre cache, et pour y penser, il y a une possibilité de remplacer cette idée de cache contre cache par ce que vous connaissez du cinéma d'animation, c'est-à-dire une image après une autre image. Donc on va faire une première image où on va voiler, c'est le cas de le dire, les premiers centimètres, 2 cm, 3 cm d'image, 4 cm, et une image va remplacer une autre. Et il me semblait que le cinéma d'animation pouvait nous permettre de comprendre cette technique de cache contre cache. Et on y va avec 2 petits extraits, parce que cette fois-ci ils sont 2, pour voir comment tous les deux, avec Vincent Paronneau, qui est l'autre réalisateur, vont parvenir à travailler ce qu'elle avait mis en scène, enfin ce qu'elle avait dessiné dans la bande dessinée. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last non-survivor stuck his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. En ce début des années 90, l'époque des grands idéaux était terminée.
Après la Révolution, le gouvernement avait emprisonné tellement de lycéens et d'étudiants que nous n'osions plus parler politique. Et puis la guerre était enfin derrière nous. Nous recherchions tant le bonheur que nous finîmes par oublier que nous n'étions pas libres. Voilà, donc un principe a priori simple, qui est l'utilisation la plus courante du volet, qui se fait souvent latéralement de droite à gauche ou de gauche à droite, mais qui, évidemment, dans ce film, prend un sens très fort de révéler ce qui se passe derrière les murs pour pas que les images qui sont acceptées médiatiquement par le régime théocratique iranien correspondent à la totalité de notre imaginaire vu de France grâce à ce film de 2007. Alors maintenant, je vais suivre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je vais redescendre à partir de 2007 pour arriver aux années 1930. Alors, j'ai repéré dans les années 1980 une véritable débauche de volets. Donc il y a quelque chose qui se joue, et particulièrement dans le genre de la comédie aux États-Unis. Et donc je vais vous donner des exemples qui sont très très différents, puisqu'il s'agit de Mel Brooks et de John Waters. John Waters qu'on appelle des fois dans la presse le pape du trash. On va voir d'ailleurs à ce jeu-là qui est le plus trash des deux, justement, en termes de vocabulaire et en termes de type d'humour. Mais ce qui m'intéressait là, c'est un peu de jouer avec vous, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais Sacha Guitry, qui était aussi dans tous ses talents conférencier, en fait, quand il avait fait son premier film en 1915, vous savez peut-être, mais c'était un film muet, où il filmait des artistes français, par exemple Sarah Bernard ou Rodin, et il faisait une conférence à propos d'eux. Donc cette idée de parler sur des images était pour lui importante. Mais... Caméra, toi qui me regardes fixement pendant que je parle, promène donc plutôt ton œil autour de moi. Et puisque je suis entouré d'œuvres d'art, profites-en. Tu y verras de jolies choses, tout un panneau de fleurs, ces soucis de Courbet, ce buisson de Van Gogh, la colombe de Picasso, ce dessin de Prudhon, ce Modigliani. Et je reprends ma causerie. Mais aussi, dans ces pièces de théâtre, il y avait une forme, avec un mot d'aujourd'hui, mais pour une forme qui est en fait beaucoup plus ancienne, bien sûr, qui est l'idée de l'interactivité. Et donc, des fois, c'est pas juste le jeu d'aller vers le public et de regarder le public, c'est qu'il attendait dans des jeux de mots, à la fin de jeux de mots, ou à des moments où il voulait une réaction précise du public, il jouait avec la salle dans cette idée-là. Et moi, je me suis pris à ce goût-là par rapport à la question du volet. Et j'ai effectivement arrêté ce volet dans Mel Brooks qui est à gauche et qui font des cornes à, je vous l'indique tout de suite, à Louis XVI, qui est joué par Mel Brooks lui-même, c'est le réalisateur lui-même. Est-ce que vous avez une idée de la forme du volet qu'il peut être? En sachant que c'est évidemment maintenant pas du tout les gauche-droite, droite-gauche qui m'intéressent, mais c'est avec un imaginaire un peu plus fort. Oui? Exactement, voilà. Et ça va être des fleurs de lys. Vous allez voir, elles vont apparaître comme un peu des pop-up. Et ça va être la présentation de Louis XVI. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas que ça comme présentation. Je vous laisse découvrir la non-finesse de l'humour de Mel Brooks dans un petit instant. Et le deuxième, alors vous ne pouvez pas obligatoirement bien le suivre d'ici, mais je suis obligée de vous indiquer que là encore, vous allez voir que John Waters, il va multiplier les volets. Hein, vous avez vu que... si vous étiez noté en tant que spectateur, spectatrice, vous avez bien suivi tous les cours, on aurait pu prendre l'extrait de Vincent Paronneau et Marjane Satrapi pour voir si vous aviez les fondus au noir, les volets, les fondus d'une image à l'autre. Ben voilà, c'est aussi des manières de s'amuser avec les raccords. Et là, vous allez voir qu'il s'amuse beaucoup, John Waters, avec les fondus, qu'il y a vraiment une forme de boulimique pour quelqu'un qui a travaillé aussi avec cette idée que à partir des années 80, il avait envie de donner, c'est pas le début de son cinéma, mais c'est le prolongement grand public de travailler sur des comédies populaires qui changeaient les corps des acteurs et des actrices. Et ce qui m'intéresse, c'est que là, on a deux réalisateurs. Alors, on a Mel Brooks qui joue dans ses propres films, comme Sacha Guitry. Mel Brooks qui va parler de l'histoire de France. Alors, vous allez tout de suite voir avec vraiment pas la même révérence
que les films des années 30 ou des années 50 de Sacha Guitry. Et vous avez John Waters qui va réécrire aussi l'histoire de son pays, et notamment la présence, on est dans le fil un peu de ma présentation, de la présence des Afro-Américains, et il va jouer avec des volets très particuliers, et un volet qui n'a pas du tout inventé. John Waters ne prétend pas inventer des volets comme le fait Mel Brooks, mais il va jouer avec cette idée que c'est une comédie musicale et qu'il y a des disques. Donc vous allez voir une manière circulaire. Donc je suis obligée de vous prévenir que c'est une comédie musicale. Et dans Hairspray, en fait, ce sont des lycéens et des lycéennes qui veulent participer à un concours de chant et de danse dans une émission de télévision. Et ça va confronter des quartiers différents qui ont envie d'entrer ou pas dans l'émission télévisée. Et comme le film se passe dans les années 1960, c'est la grande question historique de la ségrégation et de la déségrégation. On va voir comment les volets rentrent dans la narration de ces deux films qui parlent de l'histoire des États-Unis. Et je vais vous les enchaîner. Donc je commence par La folle histoire du monde, puisque c'est en 1981. Count the money. The Monet. Monet, say it. Monet. 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 Perfect. Don't forget. Give it to me again. Monet. Monet. Very good. Where's His Majesty? Sir, the king is playing chess. Chess? I hate chess. It's your move, Your Majesty. Quit aware of that, you petite putz. I see. Knight to rook 4. Alors, ce qui m'intéressait dans ce premier extrait, c'est évidemment le volet que vous aviez parfaitement trouvé. Les détails visuels qu'on pense à la mouche en forme de carreau. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que Sacha Guitry, dans ses films d'histoire, il va être très précis. C'est-à-dire qu'il va parler aussi, par exemple, des cabinets d'aisance des rois, dont si Versailles m'était compté. Mais il n'osera jamais le côté scatologique de Mel Brooks. Et vous avez vu que c'est répétitif chez Mel Brooks. Il y a quelque chose de très je ne sais pas si on peut dire enfantin, en tout cas de différence de type d'humour, qu'il m'intéressait de comparer, en sachant que peut-être aussi il est plus facile pour un réalisateur des États-Unis de se moquer de l'histoire de France. New gowns, hairdresser 3 times a week. Why, your hairspray bill alone is enough to eat up all the profits from the Tilt-A-Whirl. You'll do as Daddy says, or we'll send you to Catholic school where you belong, right, Franklin? That's right, Catholic school. Pass the macaroni and cheese, please. Did you take the appetite suppressant I gave you in Dr. McKenzie's orders? Mother, I'm a growing teenager. I need food. Let her eat, Edna. Tracy, did you do your chores around the house today? Not Miss Tracy. Said Cherise herself. She's too busy ratting her hair during the you-bangy stomp. Tracy, we all have responsibilities in life. You may think owning the Hardy-Hard joke shop is all drudgery. Unwrapping dribble glasses, checking doggy-do inventory, but I love it. You'll see. Work can be fun. Can I please be excused to go to the library to study? Are you ready? The council will now meet in secret, debate your personality flaws, and come to a final decision. Penny Pickleton, you'll wake the dead. Well, wake the devil, Daddy. I'm not going to say that. Don't anybody come near me. I'm armed, and I'm prepared to protect myself. God, Mother. I know you were snatched, Penny, and I've come to save you. Oh, Papa Toonie, we got a loony. Don't you try any of your voodoo spells on me, you native woman. We're just dancing. Mrs. Pingleton, stop acting crazy. These are our friends. Don't act ignorant, Tracy Turnblad. Come on, Penny. Come on. Run! Run! Run for your life!
maintenant, vous savez pourquoi Hairspray, le titre, est un jeu capillaire, mais pas seulement. Donc il est vraiment question de s'amuser aussi avec la couleur et l'histoire justement de tous les volets du cinéma. Et ce qui m'intéresse, c'est ce jeu où le volet n'est plus un sens global du film obligatoirement, mais va diversifier les entrées. Alors sur le côté, vous allez voir que c'est pas du tout une invention des années 1980, c'est-à-dire ces multiples possibilités, elles sont là dès les années 1930, mais on a John Waters qui a souvent été pointé du doigt pour l'audace de ses scénarios et qui pointait lui aussi, il n'a pas peur de la scatologie comme Mel Brooks, mais il va s'attaquer à remettre en cause un autre type d'histoire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est cette idée d'utiliser énormément de types de volets très rapidement. Donc quand elle dit voilà, je vais à la bibliothèque, bah, évidemment si vous avez des adolescents auprès de vous qui vont faire le pack, faites attention, parce qu'on voit bien qu'elle ne va pas du tout à la bibliothèque. Mais tout ça, cette manière d'encorner l'histoire ou de passer par-dessus son esprit et contre ce qu'elle dit, c'est intéressant de voir que Sacha Guitry va lui aussi utiliser dans le film cette idée que ce qu'on appelle un montage sur la parole, c'est-à-dire ce qui va être dit va être contredit par une autre image. Et là, c'est le volet aussi qui va jouer avec ça, avec ce volet circulaire de disc jockey qui m'intéresse, qui là encore n'est pas propre aux années 1980, mais qui joue là-dessus. Donc voilà, se rendre compte que dans les années 80, il y a le cinéma retrouve, en tout cas dans les comédies des États-Unis, retrouve quelque chose qui vient d'une longue histoire du cinéma. Alors là, je reviens en arrière de peu d'années, dans les années 1970. Alors pour tout vous dire, là encore, est-ce que c'est totalement un volet? Il y aura peut-être polémique, donc on pourra me dire ce que vous en pensez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un extrait du premier Mad Max que j'ai choisi, de 1979. Je préfère vous prévenir que l'extrait est très violent, donc vous avez le droit aussi de ne pas le regarder. Il faut savoir que le film Mad Max, il a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie, et qu'ils se sont même posé la question, la classification des films au CNC, d'une interdiction totale. Et ça permet aussi de se questionner sur la question des représentations de la violence. Vous allez voir que cette violence, elle est très forte, mais qu'elle est montrée aussi de manière un peu indirecte, mais c'est direct et pas direct. Mais ce qui m'intéressait, donc évidemment, c'était pas cette violence, c'est que, pour tout vous avouer, j'étais obligée de travailler sur le film. J'avais une appréhension, j'avais pas envie de voir Mad Max que je n'avais jamais vu. Mais il se trouve qu'il va rentrer dans le dispositif des lycéens et apprentis, donc pour les jeunes et pour leurs enseignants et enseignantes, et que du coup ça pose aussi l'évolution en fait du regard sur la sexualité et la violence. Il faut savoir que le film va rentrer dans un dispositif pour les lycéens, donc à partir de la seconde. Et en le regardant, j'avais un a priori donc assez négatif sur le thème de la violence, et j'ai été très impressionnée par ce que j'ai l'impression d'avoir trouvé 2 volets aviaires, parce que vous allez voir que c'est fait avec des oiseaux. Le premier oiseau, il est très présent en Australie, vous le voyez là. Le deuxième, je vous le laisse découvrir. Est-ce que c'est des volets? On va pouvoir peut-être en discuter. Donc on y va sur 2 petits extraits de Mad Max. Et voilà, je vous préviens que le premier extrait est assez dur. Donc voilà, vous pouvez aussi choisir de ne pas le regarder.
et je voulais finir avec parce qu'en fait Mad Max est rempli de vrais volets typiques. Donc comme ça, je me suis dit, j'ai quand même le droit de le rentrer par rapport à cette question-là. Mais j'ai été surtout impressionnée, comme je vous disais, par ces deux volets d'oiseaux. Alors oui, effectivement, vous avez vu ces caractéristiques du cinéma d'horreur des années 1970. Donc on est dans des pellicules qui sont pas surexposées, qui sont très peu exposées. Donc on a l'impression qu'il y a comme une brume. On est dans cette idée de représenter une réalité peu filmée des campagnes des années 70. Là, c'est Massacre à la tronçonneuse ou d'autres films des années 70 ont cette même esthétique. Mais j'avoue que j'ai été impressionnée par ces volets-là. Vous avez vu que le premier finit par un fondu enchaîné, mais on a vraiment l'idée que l'image du corbeau, qui est un oiseau qui est très présent en Australie, vient en fait finir la séquence. Alors je vous l'ai montré évidemment, je ne voulais pas refaire le montage, personne ne ferait ça. Donc vous avez vu que après on est sur un air de désolation, mais c'est quand même cette idée qui est une idée qui va être reprise par le réalisateur et son monteur. Donc il y a une vraie envie de travailler avec cette fois-ci. Alors c'est là où j'avais dit que j'irais vérifier l'oiseau. Alors vous allez peut-être m'aider. Quel est cet oiseau-là? Est-ce que quelqu'un... C'est un rapace, voilà, c'est ça. Pour l'instant, je pouvais, j'en étais au genre. Est-ce que quelqu'un... Voilà, j'étais pas plus précise que ça, j'ai oublié d'aller vérifier, désolé, avec Google Images. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était que quand on est en plan large, on va voir... Parce que vous avez vu, l'oiseau est déjà sur le corps du cadavre, et qu'en fait, il y a cette idée après que ça va être ce motif qui va être repris pour finir la scène. C'est assez mythique de Souffrance de Mel Gibson. Vous avez vu qu'il commence, mais ça ne sera pas le seul film, à faire face à ces gangs de motards. Et en revoyant le film, ça n'a rien à voir avec les volets, mais du coup, je me disais que cette violence-là, elle est directe parce qu'il est question de massacre et de viol, et qu'en même temps, elle est indirecte parce que c'est le massacre de la voiture. Et c'est comme si percer la voiture de part en part, c'était le futur massacre et le futur viol de la jeune femme dont on voit les jambes écartées. Donc cette violence-là, c'est aussi une violence, quoi qu'on en dise, qui est esthétisée. Et c'est aussi la possibilité de revoir ce film en s'interrogeant justement sur la manière d'esthétiser la violence. Et je trouvais que ces volets-là, les volets des oiseaux, que ce soit un rapace ou un corbeau, c'était une idée graphique très impressionnante, parce qu'on peut être impressionné par la manière dont les cinéastes visuellement vont défendre leur idée de représenter la violence. Alors, on recule dans le temps et on va aller sur du cinéma classique entre les années 30-60, où évidemment il n'est pas question de ce type de violence, en tout cas différemment. Pas question de la représenter en perforant les corps. On est vraiment dans ce passage des années 70, donc fin 68, à partir de 68, donc cette idée du gore, auquel on a donné un nom, c'est la profusion de sang, mais c'est aussi pénétrer les corps principalement. Mais je voulais, alors Akira Kurosawa, donc le cinéaste japonais, c'est un cinéaste qui est très associé au volet. L'histoire raconte que c'est en regardant justement plusieurs films d'Akira Kurosawa que le réalisateur de La Guerre des Étoiles, George Lucas, avait envie de mettre des volets. Donc vous vous rappelez les magnifiques volets de La Guerre des Étoiles. Je me suis dit que j'allais revenir à la source, donc au cinéaste japonais. Et il y en a plusieurs dans l'œuvre d'Akira Kurosawa, mais j'en voulais j'ai pris celui-là parce que vous allez voir qu'il est littéral en français. Alors je ne pense pas qu'en japonais ça marche par rapport à cette question du volet, mais on va voir que c'est assez efficace pour se représenter un volet qui n'est, je vous préviens d'avance, pas latéral. Mais on aurait pu s'en douter puisque c'est un véritable volet. Donc, juste vous rappeler le point de départ de Yojimbo, parce que c'est important, que le guerrier sans maître, qui est à gauche, qui est joué par l'acteur Toshiro Mifune d'Akira Kurosawa, donc qui est un ronin, arrive dans une ville où il y a deux familles qui se font la guerre. Et donc il est en plein milieu de ce que j'ai appelé le théâtre des opérations, et c'est justement la mise en scène du point de vue stratégique du samouraï sans maître, du ronin, qui va être mis dans cet extrait-là. Et ce qui m'intéressait aussi, vous allez voir, c'est le jeu avec le son, parce que c'est quelque chose
de se rappeler que le film que vous allez voir de 1935, Le roman d'un tricheur, c'est aussi les débuts du cinéma parlant. Et que du coup, ce travail sur le son, et vous allez voir comment une des personnages, bah, c'est le frère d'Ishitora, dont il est question, va être précisé, en tout cas va être appelé par le cinéma par des effets sonores. Et que ça aussi, ça commence à nous faire travailler ce que vous allez voir avec plaisir dans Le roman d'un tricheur. Donc on y va en cherchant ce volet qui est littéralement un vrai volet dans Yojimbo, le garde du corps. Le garde du corps, c'est le nom du film en français. Volet latéral, mais un volet qui est utilisé, c'est ça qui me faisait sourire, juste avant, par les personnages eux-mêmes, et qui joue avec cette idée, évidemment, de l'écran comme un rectangle perpendiculaire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce jeu avec l'écran perpendiculaire, c'est pas rien de l'associer à Akira Kurosawa, parce que dans la manière dont il a dans la manière dont il a inspiré le cinéma international, mais aussi précisément les films de Sergio Leone. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'étais venue travailler autour de Pour une poignée de dollars, donc ça m'intéresse d'autant plus, bien sûr. Il y a aussi cette idée de la fixité des personnages, c'est-à-dire qu'on a tous, chez Akira Kurosawa ou Sergio Leone, cette idée des personnages filmés aussi en contre-plongée, mais placés aussi dans l'espace de manière très théâtrale. Je dirais la lenteur de certains de leurs gestes et les positionnements comme des acteurs de théâtre avant la déflagration de la violence qui va rompre justement cet équilibre et cette géométrie, c'est quelque chose avec lequel tous les films de Kurosawa jouent, et évidemment les films de Sergio Leone. Et donc cette idée de jouer sur des angles multiples à déformer finalement le rectangle, on est dans une multiplication qu'on voit bien de la possibilité des volets qui peuvent arriver par un coin, qui peuvent arriver par en haut, par en bas, ou latéralement. Donc, toute possibilité est comme un disque, on l'a vu tout à l'heure. Alors, celui d'après, toujours, on redescend dans l'histoire du cinéma, me plaît beaucoup. Comme j'ai lancé le film sans m'en rendre compte, sous une forme d'anticléricalisme, puisque il ne vous aura pas échappé que le pasteur est une menace dans le premier extrait, j'ai pensé évidemment à La Nuit du Chasseur. Et ce qui m'intéresse, c'est que La Nuit du Chasseur, donc le film de Charlton, l'unique film de Charlton, est très très graphique dans ses pointes, ces maisons néo-gothiques aux États-Unis en planche blanche qu'on connaît bien, qui représentent aussi la place de la religion dans l'architecture et aussi dans la société des États-Unis. Et là, vous allez voir que la beauté, il n'y a pas d'autre mot, j'ai été surpris en revoyant le film, de ce volet très efficace. Que certains, si vous connaissez la scène, mais avez oublié qu'il y a un volet, ça va vous revenir tout de suite en tête. Et juste quand même vous rappeler que, donc, dans La Nuit du Chasseur, c'est le personnage qui est joué par Robert Mitchum, que nous voyons de dos là, dont le spectateur sait très bien d'entrée que c'est un mauvais pasteur, qui est arrivé comme une menace dès le début du film, et dans la ville d'une veuve très récente avec ses 2 enfants. Et nous, on sait qu'on l'a déjà vu, il a menacé les enfants parce qu'il est à la recherche, en fait, de l'argent qui a été volé par leur père, et il ne sait pas où il se trouve. Et donc, là, juste avant, en fait, dans la séquence au lit, juste avant cette séquence où on retrouve la mère au lit, la mère a été témoin
pour la première fois, témoin visuel de la violence de Robert Mitchum contre ses enfants. Et donc elle a entendu les menacer. Are you through praying? I'm through, Harry. You were listening outside the parlor window. It ain't in the river, is it, Harry? Answer me. Ben never told you he throwed it in the river, did he? The children know where it's hid. John knows. Is that it, Harry? Then it's still here amongst us, tainting us. You must have known about it all along, Harry. But that ain't the reason why you married me. I know that much. Because the largest one let it be. He made you marry me so you could show me the way and the life and the salvation of my soul. Ain't that so, Harry? So you might say that it was the money that wrung us together. The rest of it don't matter. Donc, ce qui m'intéressait particulièrement dans cet extrait, c'est que La Nuit du chasseur est connue pour être un film avec un noir et blanc particulièrement travaillé. Donc on est vraiment dans un travail inspiré par le cinéma expressionniste allemand des années 20. On est dans un énorme contraste. Et ce jeu avec le noir et blanc, c'est aussi un travail finalement dans le film qui est aussi un travail de cinéma muet autour du son. Et c'est très intéressant de pointer ça avant un film de Sacha Guitry, parce que une des caractéristiques, je vais parler de sa voix évidemment, on va y revenir, mais il y a aussi un travail sur des sons particuliers. Et il va être capable, dans les films de Sacha Guitry, il y a aussi des onomatopées qui sont toujours très correctes, on n'est pas chez Mel Brooks, mais il y a un travail sonore sur les sons singuliers. Et là, dans ce film, c'est quand même un volet particulièrement inquiétant par l'ellipse qui est faite sur évidemment le bras armé, qui est l'acte qu'on ne voit pas. On est pour le coup dans un cinéma classique où on ne va pas montrer le corps pénétré, on va travailler sur l'ellipse avec le spectateur. Mais du coup, c'est aussi, après le volet, l'inquiétude en fait arrive de manière sonore avec qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de construire un cercueil? Est-ce que c'est déjà le bruit de la Ford T caractéristique des années 30 qu'on a entendu, avec lequel le petit John va le voir s'échapper? En tout cas, on a une ellipse formidable qui va travailler par ce volet et qui est dont l'inquiétude, enfin la violence du volet me semble tout continuer dans le plan suivant, qui est beaucoup plus long et qui reste avec les enfants et avec ce bruit dont je vous dis, on peut se dire en fait que c'est un bruit cumulé de plein d'actions de violence du pasteur. Et puisque ça commence en haut, donc ça pourrait être justement l'action du pasteur dans la chambre parentale qui est symboliquement au-dessus de celle des enfants, et en même temps c'est le bruit de la Ford T de Robert Mitchum qui va s'en allant. Donc on n'a pas du tout quelque chose de réaliste, et ce travail sonore de cinéma muet en disant c'est pas obligatoirement des actions, ça peut être des actions qui peuvent être les unes après les autres, qui peuvent se chevaucher, pardon, chercher le mot, et ben c'est quelque chose aussi dont Sacha Guitry va travailler, puisque la particularité du cinéma de Sacha Guitry, c'est aussi de se dire qu'il va faire, en tout cas dans le roman d'un tricheur, il va pousser à bout la logique d'un film quasi muet, au sens, attention,
où les personnages ne parlent pas, puisque c'est lui qui va parler à leur place, y compris en imitant leur langue, donc il va parler à la place de femmes ou d'enfants, et c'est aussi quelque chose de la surprise et du plaisir. On n'est pas du tout dans quelque chose d'inquiétant, mais on est dans un travail surprenant par rapport aux possibilités nouvelles sonores du cinéma. Alors, j'arrive, donc là on était en 1955, et j'arrive dans ces fameuses années 30. Et je me suis rendu compte que vraiment, s'il y a une décennie de volet, c'est les années 1930. En cela, il n'est pas original, Sacha Guitry. Il va en faire des singuliers, mais c'est vraiment l'époque du volet. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça des volets industriels. Et pour en témoigner, je vais utiliser 2 extraits que je vais mettre les uns à la suite des autres. Le premier, c'est pour jouer avec vous, parce que cet acteur que vous voyez de dos, acteur célèbre des années 1930, se fait désirer dans l'extrait d'un film qui n'est pas un film très célèbre, La chasse aux millions, mais comme vous avez entendu sa voix et que vous voyez sa carrure, j'ai envie de jouer avec vous. Et voilà, quel est le futur grand acteur, futur très grand acteur des années 30, qui joue là un rôle assez peu connu et qui se fait désirer, comme Sacha Guitry se fait aussi désirer dans plusieurs de ses films. Donc, on y va. Je vous laisse jouer avec vous-même, de se dire qui est ce jeune premier. Donc, La chasse aux millions, on est dans les années 30, hein, donc on est à la suite du crash de 1929, et il y aura beaucoup de films qui vont poser cette question du chômage. Et donc, dans ce film-là, le héros qui est joué par une énorme star hollywoodienne, et aussi vient juste de trouver un emploi. Je vais vous laisser découvrir son emploi et confirmer peut-être ce que certains ont en tête. Non, vous avez sa voix. Still empty. So you haven't got started yet. I know, Miss Clayton. But in the past 3 weeks, I've tried dozens of firms. And there's always some reason for not buying it. Either the stove is too large or it's too small, or the price is too high or it isn't advertised enough, or... Oh, well, maybe I'm just a rotten salesman. But I believe in the stove. It's a good stove. My luck will change. You look very tired. Let me make you a cup of tea. That's awfully kind of you. Bon, vous aurez reconnu évidemment Cary Grant, donc je vous dis dans un film qui n'est pas resté dans l'histoire du cinéma, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment la volubilité de tous ces volets qui vont être en étoile, qui vont partir du centre, sur les côtés, qui vont couper l'image en plusieurs rectangles pour le coup. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire que voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que c'est lié aussi au cinéma des États-Unis, c'est quelque chose qui peut être fait de manière un peu industrielle. Ça veut dire aussi que par exemple, j'ai vu beaucoup de volets chez Marcel Pagnol, donc cinéaste aussi contemporain de Sacha Guitry et qui va faire comme lui, qui va commencer sa carrière dans les années 1930 avec le cinéma parlant, mais on n'a pas cette boulimie de type de volet. Et c'est pour ça que je me suis permis, voilà, un film qui n'est pas resté dans l'histoire du cinéma, mais qui montre que c'est vraiment quelque chose qui est une possibilité technique courante et sur lequel Hollywood joue beaucoup. Et ça nous fait penser que le film que vous allez voir, il sort en 1936, donc la même année que La chasse aux millions. Et c'est intéressant, c'est qu'il est beaucoup question d'argent. L'argent, Sacha Guitry on a beaucoup parlé. Il a fait énormément de bons mots, hein, dans cette idée
que le dépenser, c'était justement aider tout le monde, et d'autres. Et c'est intéressant de se dire que là, je voulais vous montrer un extrait où Cary Grant est l'homme de la rue, parce que Sacha Guitry est évidemment jamais l'homme de la rue. C'est-à-dire que même quand il est désiré, dans Désiré, qu'il est un valet de chambre, on a du mal à y croire, et évidemment, c'est le seul valet de chambre qui est désiré par madame. Et que du coup, il y a cet enjeu aussi où Sacha Guitry, on est dans les années 1930, mais cette question-là, c'est un jeu pour lui. Et c'est la possibilité aussi, en termes de volets, de passer des excès d'argent ou pas, de manière très facile, très fluide. On a quelque chose de ludique, où l'argent peut se prendre et se perdre. Hein. Il est question, de toute façon, on peut tricher. Et qui est au cœur aussi du film. Et juste pour vous dire que l'avant-dernier extrait que je vais vous passer ce soir, c'est un extrait d'un film qui est beaucoup plus célèbre, parce qu'il a été réalisé par Mervyn LeRoy, mais surtout, il a été chorégraphié par Busby Berkeley, qui est revenu beaucoup à la mode ces dernières années avec la comédie musicale 42e rue, qui est une onzième adaptation de ce film des années 30, mais se dire qu'en fait, il y a eu plusieurs séries de films des chercheurs d'or, et en fait, c'est des chercheurs d'or, même si en anglais, Gold Diggers n'a pas de sexe. Dans le film, c'est beaucoup des femmes. Donc, je vous montrerai plusieurs, une des plus célèbres étant Ginger Rogers en 1933. Mais pourquoi? Parce que je voulais vous montrer, alors non pas un générique, même si les génériques de Sacha Guitry sont très célèbres, mais une bande-annonce, parce que les bandes-annonces existent déjà dans les années 1930, et ça va être la bande-annonce en anglais, mais peu importe ce qu'ils sont en train de nous dire, on comprend qu'il s'agit d'aller chercher de l'or, donc ça c'est pas intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est, vous allez voir la profusion des volets, qui est magique, et qui est aussi l'argent hollywoodien derrière. On y va. Ladies and gentlemen, Warner Brothers, the producers of Gold Diggers of 1933, who also produced 42nd Street, and Wonderbar, and Footlight Parade, and Dames, and Flirtation Wall, now take pleasure in presenting for your entertainment a bigger, brighter, breezier show than any of their previous musical productions, Gold Diggers of 1935. Gracefully, like a swan. The very quintessence of grace, like a swan. Not like a geese, like a swan. Hasn't anybody here ever seen a swan? Well? We have swans on our estate just outside of Philadelphia. Like that? Yes. That is a Philadelphia swan. Come, everybody on your feet. I'm so happy I feel like a bird. Oh, flutter, flutter. Okay, I'll see if I can find you some worms. Good night, Humvee. Good night, my dear. Oh! A table for two, a lady divine, a rhapsody blue, a bottle of wine. Then you'll listen to a siren song. Come and shuffle along.
France, on n'a pas l'argent de l'industrie américaine. Là, vous avez vu des volets en fait qui sont pas faits pour le film. Il y en a du film, et il y en a qui sont spécialement faits pour la bande-annonce. Vous avez vu qu'il y a une profusion magnifique qui vous vend c'est le principe, c'est qu'on est dans les années 30, donc on peut être au chômage du côté du public, mais à l'écran, on va avoir du champagne et de la soie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est au cœur d'un monde, on disait pas encore spécialement glamour, mais qui est aussi au cœur du cinéma de Sacha Guitry, qui est associé à ses pièces, à sa persona, puisque justement c'est un fils d'eux aussi, le fils du grand Lucien Guitry, acteur de plusieurs types de pièces, mais principalement de mélodrames. Donc il y a aussi cette carrure devant le public qu'il va reprendre, mais lui, dans des comédies qui expliquent aussi, je trouve très bien pour certains historiens, la particularité de ces films, en tout cas de type d'humour. Et ce que je veux dire, c'est voilà, on n'a peut-être pas autant d'argent qu'aux États-Unis. On va pas les employer de manière aussi boulimique, mais on va les employer avec le même désir. Et c'est le dernier extrait qui dure 1 minute pour quand même finir avec Sacha Guitry, qui a sa voix et qui va nous présenter. Et donc c'est le générique de Désiré. Mesdames, Messieurs, le film que nous allons avoir l'honneur d'interpréter devant vous est de votre serviteur. Mais... Voilà. J'arrête là pour finir pour ce beau volet sur cette idée du double qui est très présente. C'est Sacha Guitry qui joue avec ce volet final, même si je vous disais il n'est pas très crédible avec ses gants blancs en serviteur. Mais ce qui m'intéresse, c'est que voilà, il aura moins d'argent, en tout cas il a la liberté financière de faire ses films de manière très aisée. Il va raconter aussi quelque chose sur des grands nombres d'années. Il va aller du côté de Monte Carlo, donc on n'est pas très loin de Broadway finalement dans ce désir-là. Mais il y a des choses qui sont propres à Sacha Guitry, au-delà de cette mode du volet des années 1930 et de cette idée du luxe, du champagne et de la soie. C'est d'abord l'idée du conte. Le conteur Sacha Guitry, c'est une voix qui va nous emporter, nous hypnotiser, nous mener. Je vous disais qu'il va même parler à la place des autres. Donc il ne suffit pas d'avoir le talent du montage, il faut aussi le talent de nous raconter l'histoire. Et c'est la mise en scène, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de l'audace de l'ellipse dans La Nuit du Chasseur, mais vous allez voir comment il va jouer entre sa voix et les images, la liberté de ton de ces images. C'est aussi évidemment ce dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire un très grand metteur en scène au-delà du montage, ce que vous allez découvrir ou redécouvrir avec le roman d'un tricheur, qui, il faut le rappeler, est l'adaptation de son seul roman. Voilà, publié chez Gallimard en 1935, et le film que vous allez voir est de 1936. Donc il me restait, pour tenter, mais avec beaucoup moins de fluidité, de vous souhaiter une bonne projection avec lui, voilà, avec un arrêt un peu mieux, et je n'y résiste pas. J'ai quand même envie de pouvoir dire ces mots, lui qui restait justement toujours correct et très loin d'un Mel Brooks pour ça. Les spectateurs éventuels, que je vous prévienne tout de suite, vous n'aurez pas l'occasion de pleurer. Pourquoi n'en serez-vous pas ému? Pourquoi ne partagez-vous pas les tourments, les angoisses des personnages principaux? Parce que jamais vous ne m'avez fait de peine, parce que jamais vous ne m'avez fait d'ennui, et ce n'est pas moi qui commencerai. Bonne projection, je vous souhaite une bonne projection. Merci Claudine Le Pallec-Marant. On se retrouve après le film pour un petit jeu de questions-réponses si vous en avez envie.
Alors l'idée peut-être c'est de commencer, j'avais pas fait cet exercice-là la dernière fois, donc de commencer par peut-être vous laisser le micro pour que vous puissiez parler des volets qui vous ont le plus marqué. Est-ce qu'il y en a qui seraient tentés? Oui, bah bien sûr. J'ai complètement oublié de repérer les volets. Ah. Tu es nul, tu sors. Mais c'est beau. En fait, vous faites le plus bel hommage à Guitry sur la rapidité de la narration. Bien sûr qu'il y a quelque chose aussi. C'est pour ça que je voulais montrer un extrait aussi de Persépolis. Il y a quelque chose d'une rapidité qui est là entre la voix et l'image, qui fait qu'on a du mal des fois à avoir ce regard analytique sur un film dont le plaisir est tellement complet. Alors donc, du coup, je vais parler de ton préféré. Ouais, vas-y. Donc, pour le roman d'un tricheur, en fait, Stéphane Goudet a choisi ce film, que j'ai retravaillé avec grand plaisir, pour cette idée justement du volet haut-bas sur la question du tapis de casino, et dans cette idée de rafler la mise, c'est-à-dire de prendre avec soi l'argent qui vient, et du coup de suivre le volet qui va amener l'argent vers nous. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que j'ai fini la conférence sur les questions aussi de l'argent qui brille de manière ludique. On a comme des pluies d'or qui vont venir, l'argent vient, ressort, il est dans sa poche, il ressort. Il peut, dans sa manière même de figurer la possession et la dépossession de l'argent comme quelque chose de très ludique, finalement pas très embêtant, de ne pas souffrir en fait de cette disparition et cette apparition. Il y a quelque chose qui marche bien avec la rapidité du volet. Et c'est aussi le moment où vous avez vu où moi je suis rentrée en salle à un moment aussi où il y en a beaucoup. On est rentré en salle à ce moment-là, au moment où il y en a beaucoup, où il retrouve l'homme qu'il a sauvé, et l'honnête homme qui veut le transformer en honnête homme. Et cette idée de compère et de la division et de faire pair, de faire amitié, est constamment rejouée par leur présence au casino, qui dure aussi énormément de temps et qui représente leur amitié, leur retrouvaille, mais aussi le dédoublement du personnage. C'est-à-dire que ce personnage qui nous a donné des techniques pour tricher, c'est aussi celui qui va rester, qui n'a plus de regard de distance en fait. Le plan n'est plus assez long avec lui pour nous accompagner près de la table. C'est celui qui va être dans le plaisir du jeu et qui va tourbillonner aussi autour de ce qu'il est devenu, c'est-à-dire l'honnête homme. Je peux compléter là-dessus, sur ce qu'on a vu à la fin. Parce que du coup, il y a une démultiplication de doubles volets latéraux, comme ça, qui ont souvent à voir avec une figure théâtrale, ce qui chez Guitry peut avoir du sens par ailleurs. Or, d'habitude, le volet, c'est quand même une figure de la clôture, quoi. C'est-à-dire que vous avez un volet et vous changez d'univers, vous passez à un autre espace, à une autre temporalité. La particularité de ces volets très très rapprochés les uns des autres ici, c'est que précisément c'est tout le temps dans le même lieu, en tout cas c'est tout le temps au casino, à la table de jeu, et que en fait ça ne s'arrête jamais. Or c'est précisément comme si la figure montrait à cet endroit-là son impuissance. Elle n'arrive pas à clore, on n'arrive plus à ramasser la mise, et pour cause, il est en train de tout perdre, et il n'arrive plus à s'arrêter de jouer. Donc là, d'une certaine façon, ce que raconte la démultiplication des scènes et des volets, c'est que le volet n'arrive plus à assumer sa fonction, c'est-à-dire de mettre un terme à une séquence pour basculer dans un autre espace, dans une autre temporalité et dans une autre activité que celle de la tricherie ou du jeu. Parce qu'il est dans la compulsion en plus, ça nous montre la compulsion de ce montage-là. Ouais. Très joli. Le truc que je trouve incroyable dans ce film, mais c'est pas sur les volets là, c'est que d'un point de vue rythmique, c'est-à-dire que le rythme du texte est parfait, je trouve, a son propre rythme, sa propre essence qui est absolument parfaite dans sa proposition, et que par ailleurs, les mouvements de visage, de corps, d'expression par rapport à tel ou tel jeu qui va se faire entre l'expression du visage et le contenu auditif, et tout
toujours à pile, quoi, qui ont toujours pile. Et du coup, la musique du texte et la musique des corps et des expressions est toutes les deux parfaites. Et il n'y en a pas une qui va chercher l'autre ou l'autre qui va chercher l'une, l'une qui doit ralentir à un moment parce qu'il faut être dans les... C'est vraiment, je trouve que c'est un truc hallucinant de beauté, quoi. Mais moi, je suis complètement sous le charme, comme vous, dans cette idée que on en est à se dire, il écrit d'abord le texte. Là, en plus, on a il y a des pièces de théâtre qu'il a mis en scène au cinéma, qu'il a transformé, hein, bien sûr. Mais là, c'est un texte écrit, et du coup, ça veut dire qu'au moment où il a tourné les images, mais c'est pas lui, il y a des chefs opérateurs hein, qui font les images, c'est pas quelqu'un qui va, je veux dire, il n'est pas caméraman, Guitry, même s'il s'intéresse. Vous voyez, l'idée de... c'est quelqu'un qui a aussi défendu le travail collectif, ce qu'il met en avant dès le début, autant avec ses comédiens que ses techniciens. Et donc, ça veut dire qu'au moment du montage, quand ils vont exactement recalibrer la durée des plans, c'est un travail d'une immensité et d'une perfection énorme. Pas mieux dire que ce que je venais de dire par rapport à cette difficulté de monter les images à partir de sa voix. Il y a eu quelques toutes petites modifications à partir du texte qui est publié en 1935 chez Gallimard, mais qui sont vraiment très petites. Le texte de présentation aussi est très chouette. Je le lisais en attendant. Et cette idée aussi de... moi, je sais que c'est un film qui passait à la télévision souvent. Enfin, voilà, Sacha Guitry à la télévision, c'est une grande histoire d'exposition de ces films à la télévision française, hein, quand il y avait un nombre limité de chaînes de télévision. Et cette idée de la perfection du film qui va arriver dès le début avec... alors, la présentation parle du Mickey Mousing, vous savez, ce système qui est lié à l'animation, donc notamment l'utilisation de la musique chez Mickey dans les premiers Disney, mais la manière aussi très à la Méliès dont il va enlever un personnage, ou dont ils vont sortir un peu comme dans un chapeau mystérieux, et je trouve que le film nous happe aussi avec ça, avec le jeu, vous savez, les jeux de musique, quand par exemple ils sont en train de descendre avec le corbillard. Ou la évidemment mythique disparition de toute la famille autour de la table, il y a quelque chose qui va se jouer et où là encore on est dans un travail purement visuel et de montage qui accompagne aussi tout le travail du texte, du comédien et de la diction. C'est vraiment une variété, c'est un des films aussi les plus célèbres pour ça, c'est-à-dire ce que vous avez vu là, c'est pas typique de tout Sacha Guitry. Si on a qu'on pu profiter de la rétrospective Guitry, d'habitude, il y a aussi cette idée qu'il va être filmé dans des plans où on va pouvoir être plus attentif à sa parole, et notamment des chants contre chants, même si évidemment son cinéma va au-delà de ça. Mais donc là, c'est un film où il s'amuse à cette idée de compter et d'avoir sa parole qui domine le film de manière extrême. Donc c'est aussi un film particulier à l'intérieur de sa cinématographie, où il va particulièrement travailler tous les types de montage possibles. Donc, si vous avez aimé, il faut absolument revoir derrière soit Désiré ou Quadrille, par exemple, qui sont de la même décennie des années 1930, où on n'est pas dans un film aussi rythmiquement aussi rapide, en fait. On est plus dans, et pour cause aussi, puisque de fait, Désiré, notamment, ce sont des pièces de théâtre qu'il a écrites dans les années 10 et les années 1920. Donc il est sur une composition de répliques qui n'est pas ce texte qui est écrit, qui est un roman à la base. Les mémoires d'un tricheur. Qui est très très chouette à lire. Évidemment, j'ai amené la petite version qu'on peut tous trouver. Juste pour rappeler qu'à l'intérieur, comme ça, si vous lisez, vous pouvez voir les petites modifications, mais retrouver aussi les magnifiques répliques sur qu'est-ce que c'est être un honnête homme ou qu'est-ce que c'est être un voleur. Mais vous avez aussi, ce qui est très chouette chez Gallimard, c'est qu'on a ses dessins, parce que c'était un caricaturiste aussi, Sacha Guitry. Donc vous avez les dessins de Sacha Guitry, des personnages, et ça c'est vraiment très très chouette.
qui est inspiré par les caricaturistes de son époque, mais voilà, il a un trait aussi. Beaucoup d'historiens ont souligné la vivacité de son trait. Vous voyez, tout au début du film, quand il commence à écrire Sacha Guitry et que ça s'efface, il y a le jeu à la Méliès sur les effets spéciaux du cinéma, mais il y a aussi voilà, une majesté et une rapidité qui sont aussi... on suivrait jusqu'au bout, quoi. Sa parole, au-delà, parce que voilà, il prend de la place, vous le savez, vous l'avez vu à l'écran au début, et qu'on est hypnotisé par cette parole tout au long du texte. Et aussi, moi, il y a un moment que j'aime beaucoup, qui est avec la chanteuse Fréhel. Fréhel, on la voit en fait dans plusieurs films des années 1930. Fréhel, c'est un peu la grande sœur d'Edith Piaf. Merci Stéphane. D'Edith Piaf. Et du coup, voilà, la chanson réaliste, c'est aussi l'idée de voir le café-concert, c'est-à-dire Sacha Guitry, il a 50 ans quand il écrit le livre, ce qui est assez incroyable, c'est-à-dire c'est un jeune cinéaste de 50 ans, ce qui prend finalement la caméra à un âge au milieu de sa vie, à un âge avancé, on pourrait dire. Et il en fait aussi quelque chose de rebondissant, très impressionnant, mais il a aussi cette mémoire de la parole, cette mémoire de la chanson française, de la chanson réaliste, des cafés-concerts. Donc c'est aussi mettre en scène cette femme avec ses deux filles et le pianiste, évidemment de la partie, vous vous rappelez. On a aussi ce plaisir, là encore, c'est un rare moment où on entend la voix de Fréhel. Il était mince, il était lourd, il avait des cheveux très lourds qui descendaient sur ses oreilles, un doux visage, des yeux gais. Donc là, on est en direct et où on a cette idée, quelque part, documentaire de captation dans un film qui est une pure fiction, hein, parce que les historiens rappellent qu'il y a une critique de cinéma anglaise qui s'est dit « Ah, mais c'est la vie de Sacha Guitry ». Or non, Sacha Guitry aime le jeu, mais il n'en est jamais devenu un honnête homme à ses dépens. Il savait prendre ses distances-là, même s'il aimait jouer. Et du coup, évidemment, qu'il n'a pas perdu son hôtel particulier. Et voilà, mais on a tout ça qui est mis en parallèle avec une énorme imagination qui est son plaisir aussi de jouer avec ça. Et en même temps, on retrouve ce côté documentaire par lequel il est arrivé au cinéma en 1915 et qui est très très loin de ce film, mais qui se retrouve là pour filmer une artiste, ce qu'on retrouve au générique. Sacha Guitry est très célèbre pour ses génériques. Et vous avez vu, là, on retrouve, quand il présente tous les génériques, et y compris sa femme de l'époque, Jacqueline de Lubac. Et c'est très intéressant parce que pour les cinéphiles, finalement, celle qui reste le plus sa femme visuellement, c'est Jacqueline de Lubac, qui a été mariée plusieurs fois, mais parce que c'est elle qui va être associée à l'art du cinéma du XXe siècle. Donc on pourrait dire que les femmes précédentes, ce sont Yvonne Printemps, Charlotte Lisette, ce sont les femmes du théâtre qui ont accompagné sa reconnaissance théâtrale, alors que même si c'est pas la seule femme, parce qu'il y en a eu 3 qui va filmer, Jacqueline de Lubac a la particularité d'être la femme la plus moderne, celle qui a vraiment les habits le plus près du corps, celle qui est aussi sautillante aussi, elle a quelque chose, je trouve, des personnages de Chaplin aussi des années 30. Si on n'est pas du tout sur le même type de personnages sociaux, on est dans quelque chose de sautillant, on est dans cette femme moderne que vous avez vu, c'est un film où il prend toute la place puisqu'il parle, mais il y a aussi ce personnage qui a joué un rôle dans son désir de modernité. En termes, elle lui a fait acheter d'autres tableaux, on dit qu'elle a fait, lui qui aime beaucoup le patrimoine et qui aimait les autographes de Voltaire, de Sarah Bernhardt qu'il avait connu, d'aller voir aussi ce que c'est la modernité de l'architecture, les peintres des années 1930 et 1940. Enfin voilà, c'est aussi, pour les cinéphiles, c'est vraiment la femme de Sacha Guitry, alors qu'il y en a plusieurs. Comment ça se fait, il n'y a pas de raison, mais je suis étonnée dans le timing que le film, qu'il ait eu envie de tourner aussi rapidement après la sortie de son livre. Parce que du coup, le livre, il est sorti quand ? Le livre, il est sorti un an avant, là on est en 1936. Il a tourné direct. Ah ben, il faut savoir qu'en 1936, il a fait 4 films, que c'est vraiment c'est un artiste boulimique. Hein. On disait qu'il pouvait rester à sa table pendant 15 heures à écrire. C'était vraiment un forçat de la plume, et du coup il y a cette idée, en fait, au moment dans les années, c'est pour ça que les années 30 sont les années
c'est sa cinquantaine, et une des plus créatives. Et par exemple, il est au théâtre en journée et il va tourner le roman il va tourner parfois certaines scènes du roman d'un tricheur le soir. Donc on est vraiment dans un staccanovisme artistique du réalisateur qui découvre un peu le cinéma comme un nouveau jouet et qui va alors faire des tournages assez courts, mais qui va monter, par exemple, après, ça ne l'empêchait pas d'être au théâtre. Il faut savoir que Sacha Guitry, quand on disait moi à l'époque, c'est-à-dire il est sur tous les écrans. Il continue à être au théâtre dans les années 30 pendant qu'il fait du cinéma. Parce qu'après, il faut qu'il poursuive aussi. Enfin, le cinéma, ça c'est pas tout seul, quoi. À organiser, ça devait être terrible, quoi. La seule comparaison possible dans l'histoire du cinéma, je crois, c'est Fassbinder, en termes de productivité, de diversité d'activités. Sauf que Fassbinder, on est mort à 37 ans. Guitry a vécu plus longtemps. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup à vous. Et puis, bon, merci, malgré la chaleur, d'être venu se rafraîchir au glamour de Sacha Guitry et de Jacqueline Deloubaki. Donc vraiment, voilà, si vous avez aimé Quadrille et Désiré, qui sont assez proches en termes de date, et qui sont, si vous voulez, le Sacha Guitry, pas historique, mais le Sacha Guitry de cette modernité, je vous disais, de l'architecture ou des habits. Il nous raconte aussi quelque chose de cette France, voire là, oui, pardon, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, voire là plutôt de la belle époque, mais qu'il a connue, puisque il est né en 1885. Donc il commence à faire du théâtre, il a à peine 20 ans, 1905, donc il a bien connu l'avant-guerre, ce qu'on voit là aussi à travers cette histoire d'une ampleur historique importante. Bonne soirée, merci beaucoup de votre attention. Merci.